Hello les amis, j'espère que vous êtes au taquet pour cette troisième et dernière malheureusement correction de physique. Voilà, c'est la dernière parce que pour moi c'est beaucoup de temps investi à vous faire ces vidéos de correction de physique et je peux pas tenir ce rythme toute l'année, surtout en troisième année de dentaire, c'est vraiment la course. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que je pourrai vous apporter les réponses que vous avez besoin pour ces exercices et voilà. Je vous prends pas plus de temps et on y va pour cette dernière correction. Alors on y va pour l'exercice 1, grande roue. Dans une fête foraine, une grande roue tourne avec une vitesse angulaire constante, au bas de la trajectoire d'une nacelle. Donc là, il faut imaginer le scénario. Donc on a une grande roue, et puis on nous demande, enfin elle tourne dans un certain sens, d'accord? Et puis on a une nacelle en ce point-là, donc au bas de la trajectoire. Puis on nous demande, est-ce que la norme de la vitesse est plus élevée qu'au sommet? Donc là, il faut réfléchir avec la consigne. On nous dit que la vitesse angulaire, elle est constante. D'accord? Donc si la vitesse angulaire, elle est constante, la norme de la vitesse, donc la grandeur du vecteur vitesse, bah, sera la même chose qu'en haut, puisque la vitesse, on nous dit qu'elle est constante. Donc la norme de la vitesse est la même en bas que en haut. Donc la première, elle est fausse. Maintenant, l'accélération tangentielle est positive. Pour ça, il faut faire appel aux formules dans le formulaire directement. Vous avez l'accélération tangentielle, on vous dit que c'est égal à, donc la norme de l'accélération tangentielle, c'est égal à la différence de vitesse sur la différence de temps. D'accord? Est-ce qu'on a une différence de vitesse? Non, puisque la vitesse angulaire, elle est constante. Donc, si on n'a pas de différence de vitesse, on s'en fiche de la différence de temps, l'accélération tangentielle, elle sera égale à zéro. Donc, l'accélération tangentielle est positive? Non, parce que, on vient de le dire, elle est égale à zéro. Maintenant, l'accélération angulaire est nulle. Donc là, c'est la même chose. On se demande si il y a un changement de vitesse dans la roue. D'accord? Est-ce qu'elle change de vitesse au cours du temps? Bah là, non, puisqu'on nous dit vitesse, toujours vitesse angulaire constante. Donc l'accélération angulaire, elle est nulle. Forcément, puisqu'il n'y a pas de changement de vitesse, il n'y a pas d'accélération. Donc, elle est vraie, parce qu'elle est bien nulle. Et maintenant, D, la pesanteur G est dans le sens opposé à l'accélération centripète. Donc toujours pour la situation où la nacelle elle est en bas de la roue, bah là oui, parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'accélération centripète, elle est toujours dirigée vers le centre du tournant. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Elle est toujours, c'est très moche ce que je vous ai dessiné, pardon. Elle est toujours dans le sens, genre à l'intérieur de la courbe, d'accord? Et donc, en ce point-là, à l'intérieur de la courbe, ce sera dans la direction exacte opposée à la pesanteur G. Donc la D, elle est vraie aussi. Ok, alors maintenant c'est un exercice un petit peu plus long à faire, mais comme c'est un exercice de calcul, ça devrait pas prendre trop de temps. On va essayer de le faire rapidement avec des petites astuces. Donc on a une voiture de masse M, 1200 kg, qui prend un virage d'un rayon de 125 mètres. Si le coefficient de frottement statique entre les pneus et la route vaut 0,5, quelle est la vitesse maximale, Vmax, pour ne pas déraper dans un tel virage? Donc là, il faut trouver Vmax, d'accord? Donc, déjà, il faut se représenter un petit peu la situation. On a une voiture qui a une trajectoire circulaire comme ça, avec un rayon de 125 mètres sur sa trajectoire circulaire. On a évidemment une force centrifuge qui la pousse entre guillemets vers l'extérieur, même si c'est une force fictive, comme Kasparian vous l'a dit. Elle la pousse vers l'extérieur, mais en même temps il y a une force de frottement entre les pneus et la route qui retient la voiture sur sa trajectoire, d'accord? Mais au-delà d'une certaine vitesse, on imagine bien que la voiture, elle va déraper et elle va pas pouvoir rester sur cette même trajectoire, d'accord? C'est juste ça qu'il faut trouver. Donc, il faut déjà calculer la force de frottement. La force de frottement, ça c'est pas trop compliqué à calculer, il faut d'abord trouver n, donc c'est la normale de la voiture. La normale de la voiture, elle vaut 1200 fois 9,81, donc là on cherche une force, ce qui nous donne 11 772 newtons. Ok? Donc ça, c'est la norme. D'accord, donc on a déjà trouvé la norme. Maintenant, il faut trouver la force de frottement maximale. D'accord? Donc la force de frottement maximale, elle est donnée par la normale fois le coefficient de frottement. D'accord? donc la force de frottement maximale, que je note FFR, elle est de 11 772 fois 0,5, ce qui nous donne 5886. Pardon. Newton.
Donc ça, c'est la force de frottement maximale à laquelle la voiture, elle va résister. Parce qu'au-delà de cette force de frottement, bah en fait, enfin, quand la force centrifuge va être plus grande que la force de frottement, la voiture, elle va déraper. Ok, maintenant, il faut trouver la vitesse à laquelle euh, la force centrifuge est égale à la force de frottement. Parce que du coup, si on est au-dessus de cette vitesse, eh ben, la voiture va déraper. D'accord? Donc si on trouve la vitesse à laquelle ces deux forces sont égales, ce sera la vitesse maximale pour que la voiture ne dérape pas. On comprend ça? Du coup, la force centrifuge, c'est, elle est de même norme que la force centripète. Donc là, il faut juste prendre la formule de l'accélération centripète, puis après on se rappelle de la formule F égale m fois a, donc la force égale à la masse de la voiture fois l'accélération. Et du coup, c'est l'accélération centripète, qui est de même norme que l'accélération que l'accélération centrifuge. Donc, on va déjà noter ça ici. F centrifuge est égal à l'accélération centrifuge fois la masse. Donc maintenant, on calcule la force centrifuge. Ok? La force centrifuge, elle est égale à l'accélération centrifuge, qui elle est aussi de même norme que l'accélération centripète. Donc on prend la formule de l'accélération centripète qui nous donne V carré sur R, et tout ça fois la masse. Maintenant, on veut que la force centrifuge, ça soit égal à la force de frottement. Donc, tout simplement, on va faire 5886. Ça, c'est égal, donc la force de frottement, elle est égale à la force centrifuge, donc c'est égal à V carré. V carré, on ne le connaît pas. Divisé par R, R on le connaît, c'est 125, fois la masse, on la connaît, c'est 1200. Ok, puis maintenant qu'on sait ça, on passe tout de l'autre côté, et puis en résolvant l'équation, on se rend compte que, je vous fais pas le détail, hein, mais on se rend compte que V, c'est égal à 24,8. Mais du coup, c'est 24,8, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des mètres par seconde, comme toujours en physique. Hein. Donc, il faut bien traduire ces 24,8 en km/h, parce que on n'a pas de réponse qui correspond en mètres par seconde. Donc, on fait 24,8 fois 3,6, c'est la formule pour passer de mètres par seconde en km/h, et on trouve 89 et des poussières. Donc, c'est la réponse D, 90 km/h. Alors, pour l'exercice 3, c'est un exercice qui normalement prend peu de temps à l'examen, donc si vous tombez sur un exercice comme ça, vous devez être assez content, parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps pour d'autres exercices. Donc on va commencer tout de suite. Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes? Le vecteur de vitesse angulaire est parallèle au vecteur d'accélération tangentielle. Alors là, on se rend compte tout de suite que non, parce que le vecteur de vitesse angulaire, il est toujours dirigé dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein. Il n'est pas dans le plan de rotation. Hein. Il sort toujours du plan de rotation. Si ça tourne dans ce sens-là, alors le vecteur de vitesse angulaire, il va aller dans ce sens-là. Okay, ça, c'est la règle de la main droite. D'accord? Si on a une rotation dans ce sens-là, comme ici, eh ben, le vecteur de vitesse angulaire, il va monter vers le haut. Donc ça, le vecteur de vitesse angulaire, il tourne vers le haut. Et puis par contre, le vecteur d'accélération tangentielle, lui, il est collinéaire, enfin il est coplanaire, il partage le même plan que le plan de rotation, d'accord? Sauf qu'il est dirigé dans le sens de la vitesse, toujours, l'accélération tangentielle. Ok? Ensuite, B, le vecteur, donc la A, elle est fausse, forcément. Maintenant, B, le vecteur d'accélération centripète est toujours orienté vers le centre de rotation. Bah alors là, oui, ça c'est par définition, le vecteur d'accélération centripète, il est toujours dans ce sens-là. Ça, c'est l'accélération centripète. Ok? Elle va pas forcément jusqu'au centre, hein, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? Mais le vecteur d'accélération centripète, il est toujours dirigé directement vers le centre de rotation. Hein. À l'inverse du vecteur d'accélération centrifuge, qui est pas tout à fait conventionnel. Enfin, en gros, c'est pas une force qui existe, c'est une force imagée, l'accélération centrifuge, mais la seule qui existe, c'est la force centripète. D'accord? Mais bon, retenez pas ça, mais retenez uniquement pour faire simple que le vecteur d'accélération centripète est toujours dirigé vers le centre. Ok? Et il est toujours de même norme, comme je l'ai dit plus haut dans l'autre exercice, que l'accélération centrifuge. Donc ça, c'est vrai, pardon. C'est dirigé vers le centre de rotation. Ensuite, C, le vecteur vitesse est toujours parallèle au vecteur d'accélération tangentielle. Bah là, c'est ce que je vous ai dit avant. Le vecteur de vitesse, il est par exemple comme ça. Ok. Et puis, le vecteur d'accélération tangentielle, il est toujours collinéaire au vecteur
de la vitesse, au vecteur vitesse, d'accord? Pas le vecteur vitesse angulaire, c'est pas la même chose. Le vecteur vitesse est dirigé dans le sens, par exemple, si on lâchait l'objet en ce point-là, il irait dans le sens de la vitesse angulaire. Par contre, le vecteur vitesse angulaire, c'est pas du tout le même vecteur, il est pas dirigé dans le même sens, ok? Et le vecteur vitesse est toujours parallèle au vecteur d'accélération tangentielle, c'est vrai. Par contre, il n'est pas toujours dans la même direction. Par exemple, on prend la situation où un objet tourne dans ce sens-là, mais de moins en moins vite, et ben l'accélération tangentielle, elle sera dirigée dans l'autre sens que la vitesse. Mais par contre, ils seront toujours parallèles. Donc la C, elle est vraie. Et maintenant la D, le vecteur de vitesse angulaire de notre planète est orienté vers le nord. Donc rassurez-vous tout de suite, il n'y aura pas de questions comme ça à l'examen. Ça, c'est une question où il faut de la culture G, et puis enfin, qui sait dans quel sens tourne la Terre comme ça de tête? Bah, je peux vous dire peu de monde, en tout cas pas moi. Et voilà, donc pour ça, il faut prendre une image sur Internet ou n'importe quoi pour trouver la solution. Peut-être qu'il en a parlé dans le cours, voilà, mais en tout cas, ça, c'est pas à savoir pour l'examen, donc pas de stress là-dessus. Mais sachant ça, vous devriez pouvoir répondre à cette question, hein. Donc si la Terre tourne dans ce sens-là, on prend notre main droite et on fait la rotation avec les doigts. Donc si on a notre main tendue puis qu'on ferme les doigts, ça va donner une sorte de mouvement de rotation dans un certain sens, puis on oriente notre main soit vers le bas, soit vers le haut, pour que ça soit dans le même sens que la Terre, qui est représentée ici. Et là, on se rend compte qu'il faut que notre pouce soit orienté vers le haut, pour que ça matche, en fait. Donc le vecteur de vitesse angulaire, qui est représenté par notre pouce, eh ben, il est bien orienté vers le nord, comme marqué ici, tout simplement. Donc la D, elle est vraie aussi. Alors maintenant pour l'exercice 4, c'est un exercice assez compliqué à expliquer, mais c'est parce qu'il est assez intuitif en fait, mais je vais essayer du mieux que je peux en tout cas. Donc la pluie, elle tombe verticalement à 10 mètres par seconde, donc elle tombe dans ce sens-là. Donc selon le référentiel, c'est moins 10 mètres par seconde, d'accord? Euh, un tube est fixé sur un chariot se déplaçant horizontalement, donc c'est pas le même vecteur vitesse, à 20 mètres par seconde. On cherche l'angle θ que doit prendre le tube horizontal, enfin avec l'horizontale, pour que l'eau rentre dans le tube sans toucher les parois. D'accord. Donc là, on peut assez se rendre compte de la situation en dessinant un triangle rectangle. Je vous le fais. Voilà. Et ce triangle rectangle, il aurait comme mesure ici 10, ici 20. Là, on s'en fiche. Et puis, ici, ce serait l'angle θ. Ok? Voilà. Alors, pourquoi on peut faire ça? Parce que en un temps x, enfin, plutôt en une seconde, la pluie, elle va faire 10 mètres, ici. D'accord? Et puis, pendant qu'elle aura fait 10 mètres, là, elle aura fait 20... Enfin, le camion, pardon, aura fait 20 mètres. D'accord? Donc, on se rend compte que la goutte de pluie, petit à petit, elle va faire cette trajectoire-là. Plutôt dans l'autre sens, mais si on se place sur le référentiel du camion, elle fera cette trajectoire-là. D'accord? Et donc, c'est juste un calcul de trigonométrie, bête et méchant, mais il faut juste faire la tangente de θ, elle est égale à 10 sur 20, d'accord? Parce que la tangente, c'est opposé sur adjacent, et ça, 10 sur 20, ça nous donne 0,5, ok? Et du coup, la tangente moins 1 de... Donc tangente moins 1 et puis arctan, c'est la même chose, de 0,5, ça va nous donner du coup θ. Et si on le calcule, ça nous donne 26,6 degrés. D'accord? Et il faut bien faire attention que votre calculatrice, elle soit en degrés, hein, pas en radians. Parce qu'autrement, ça donne complètement un autre résultat. Donc voilà. Et puis, en fait, cet exercice peut être fait de manière très très rapide une fois qu'on a compris un petit peu la logique derrière cet exercice. Mais voilà, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à comprendre comment on peut passer de ça à ça. C'est en se plaçant sur le référentiel du camion, typiquement. Et puis, la goutte de pluie, en fait, elle va faire cette trajectoire-là par rapport au camion. Elle va commencer plutôt à droite et petit à petit, elle va descendre. Et elle va se rapprocher du camion. Voilà. Donc, voilà. Essayez un peu de faire tourner ça dans vos têtes. Et voilà. Donc, c'est la réponse B. Alors, maintenant pour l'exercice 5. Donc, je vais pas vous lire la consigne parce qu'elle est assez longue. Mais en gros, on a une bouteille de 500 grammes, une autre bouteille de 500 grammes et une bouteille de 50 grammes. Enfin, un objet de 50 grammes. Donc,
on a un plateau et on aimerait qu'il soit en équilibre sur un seul doigt. Pour répondre de manière intuitive à cet exercice, il y a une technique, hein. Cette technique, c'est, on imagine qu'on n'a pas le petit poids, d'accord? Donc, où est-ce qu'il faudrait placer notre doigt pour que le plateau reste droit si on néglige ce petit poids? Donc, on a ces deux bouteilles. Si on met notre doigt plutôt de ce côté, bah, on voit que le plateau va tomber de ce côté-là, et inversement. Donc, on voit bien qu'il faut placer notre doigt sur la ligne qui relie les centres de masse des deux bouteilles, donc cette ligne-là. Et puis si on place notre doigt plutôt de ce côté-là, ben on voit bien que le plateau il va tomber de ce côté-là. D'accord? Juste intuitivement, hein, il n'y a pas besoin de faire des calculs dans tous les sens. Donc on voit bien que il faut qu'on place aussi notre doigt sur une ligne comme ça pour pas qu'il tombe selon cet axe. Donc il faut qu'on place notre doigt à équidistance entre ces deux bouteilles. Mais maintenant si on rajoute un bandage de 50 grammes, eh ben, il faut qu'on déplace notre doigt, parce que on voit bien que si on place notre doigt par exemple en D, eh ben, le plateau, il va avoir tendance à tomber de ce côté-là. D'accord? Même si on laisse notre doigt là où il était, le plateau il va tomber du côté où on a rajouté du poids, parce qu'il était en équilibre, on rajoute du poids, il est plus en équilibre. Et on se rend compte maintenant que pour que le plateau soit en équilibre, il faut qu'on place notre doigt, donc pas en A, parce que là on voit bien que tout tombe, pas en B, parce que bah, là on voit bien qu'il y a plus de poids de ce côté-là du plateau que de ce côté-là du plateau. Pas en E, parce que bah, là on se rend compte que tout tombe, pas en D non plus, parce que déjà en ce point-là, si on rajoute ce poids, ça tombe, mais du coup en C, parce que en C, on rapproche le centre de ce poids-là, et donc le plateau peut tenir en équilibre, voilà, parce qu'on rajoute ce poids. Donc ça, c'est un peu une manière intuitive de répondre. Ça peut se faire en une fraction de seconde, une fois qu'on a compris l'exercice. Donc voilà. Et du coup, c'est la réponse C, au point C. Alors pour l'exercice 6, donc ça c'est un exercice qui prend beaucoup de temps, et rassurez-vous, normalement vous n'en aurez pas des comme ça à l'examen. Si vous en avez des comme ça à l'examen, vous en avez peut-être un, et faites-le en dernier, parce qu'au pire si vous perdez un point sur un exercice comme ça, c'est pas grave, parce que tout le monde le perdra, hein. Donc ou beaucoup de monde le perdra, puis après vous répondez au bol, puis voilà. Mais il faut pas perdre de temps sur des exercices comme ça à l'examen, il faut plutôt privilégier les exercices simples, en tout cas. Donc, je vous lis pas la consigne, parce que surtout il donne des valeurs, hein, mais il faut qu'on calcule déjà pour la A le centre de masse du système Terre-Lune. Donc pour ça, on prend la formule de la position du centre de masse qui nous dit que la distance par rapport à un point de référence qu'on a choisi, du centre de masse justement, c'est égal à la somme des masses fois la distance respective au point de référence qu'on a choisi, le tout divisé par la somme des masses. D'accord? Donc, on prend pour point de référence le centre de la Terre. Parce que si vous prenez un autre point de référence, les calculs vont être démentiels. Vous allez perdre encore plus de temps que nécessaire. Donc, on nous demande par rapport au centre de la Terre, donc on prend le point de référence qui est le centre de la Terre. Donc, ça nous dit que S, qui est la distance par rapport au point de référence qu'on a choisi, c'est égal à... Donc, tac, c'est égal à la masse de la Terre fois la distance entre le centre, entre le centre de masse de la Terre et le point de référence qu'on a choisi. Or, c'est le même point, parce que le centre de la Terre, c'est le point qu'on a choisi, puis c'est aussi le centre de masse de la Terre. Donc, S, c'est égal à la masse fois 0, puisqu'il n'y a pas de distance, donc 0. Okay, donc, ça, notre premier truc, c'est 0, plus la distance entre la Lune et puis le point de référence qu'on a choisi, donc 384 400 km, puis là, on laisse en kilomètres, parce que ici, on nous demande des kilomètres. Donc, on va tout laisser en kilomètres, ce sera plus simple. Donc, 384 400 km fois la masse de la Lune, qui est de 7 fois 10 puissance 22 kg. Ok? Et tout ça divisé par la somme des masses. Donc, divisé par 6 fois 10 puissance 24, plus 7 fois 10 puissance 22. Ok? Et maintenant, si on calcule tout ça, on trouve 4432 km. Et dans la A, on n'a pas 4432 km, par contre, on nous dit environ 4400 km. Puis, c'est vrai que 4432, c'est environ 4400 km si on arrondit. Donc, la A, elle est juste. D'accord? Par rapport au centre de la Terre. Voilà.
On a bien pris le bon point de référence. Ça peut faire gagner du temps, en fait, déjà. Ensuite, la B. La pesanteur G sur la Lune, sur la surface de la Lune, vaut 1,6 newton par kilo. Là, il faut utiliser la formule de la force gravitationnelle, d'accord? Donc, on n'a que Fg sur la Lune, donc L, c'est égal à grand G, qui est donné dans la consigne, fois la masse de la Lune, ok, fois la masse d'un objet qu'on choisit. Donc nous, on veut pour 1 kg, parce qu'ici c'est divisé par kilo. Donc c'est-à-dire que si la B elle est vraie, c'est-à-dire que chaque objet de 1 kg va subir une force de 1,6 N vers le bas. Donc on prend par exemple un objet de 1 kg. Donc ce petit m, ce sera 1 kg, divisé par, pardon, le rayon au carré. D'accord? Et maintenant, si on remplace tout ça par le G ici, je ne vais pas le faire, hein, parce que c'est très long et le but c'est d'être concis. Mais si on remplace tout ça par grand G fois la masse de la Lune fois la masse d'un kilo qu'on a choisi arbitrairement, parce qu'ici on nous parle de newton par kilo et pas de newton pour 2 kilos, d'accord? Et bien ici on prend 1 kilo, et puis le rayon au carré. Le rayon au carré, c'est le rayon de la Lune qui est donné ici, hein, et lui, il faut bien l'exprimer en mètres pour que ça soit juste, d'accord? Et si on calcule tout ça, on trouve bien 1,6, pardon, tac, 1,6 newton par kilo. Voilà, ça c'est la valeur de G. Puis maintenant, vous pouvez aussi vous poser la question que G, on l'exprime toujours en mètres par seconde au carré. Et puis, est-ce que G, ça peut être des newtons par kilo? Bah oui, parce que en fait, des mètres par seconde au carré, c'est égal à des newtons par kilo. Et ça, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre par cœur. Et voilà. Mais vous pouvez aussi trouver ça par la formule F égale m fois A. D'accord? Parce qu'une force, c'est en newtons. Et la masse, enfin, c'est égal à la masse fois l'accélération, donc des newtons, sont égales à des kilos fois des mètres par seconde au carré. Donc si on retransverse tout ça, on voit bien que des newtons par kilo, c'est égal à des mètres par seconde au carré. Ok? Donc la B, on se rend compte qu'elle est juste aussi. Maintenant la C, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est environ 85 fois plus forte que celle exercée par la Lune sur la Terre. Donc si on a notre système comme ça avec la Terre et puis la Lune, si cette force-là est 85 fois plus grande que la petite force ici, ben on se rend bien compte que, enfin pardon, l'inverse, bref, vous avez compris, ben on se rend bien compte qu'il y en a une des deux qui va partir en direction de l'autre, d'accord? La Lune, elle va partir dans cette direction plus vite que la Terre dans cette direction. En fait, pour que le système soit à l'équilibre, il faut que les deux forces soient égales. Parce qu'autrement, il y a un déplacement et ça va pas en fait. C'est ça, il faut le garder en tête, c'est un truc que vous devez apprendre par cœur. Dans un système où il y a un système planétaire par exemple, les forces gravitationnelles entre les deux astres, entre les deux astres pour se faire simple, sont égales et de direction opposée. Donc la C elle est fausse. D'accord? Et maintenant la D, si on néglige l'influence des autres astres, l'accélération de la Lune est environ 85 fois plus importante que celle de la Terre. Et alors là, maintenant, l'accélération, c'est peut-être possible, parce que on nous dit que les forces sont égales, donc la force de gravitation de la Terre, je sais pas comment je vais le marquer, est égale à la force de gravitation de la Lune. Si ces deux trucs sont égales, on a que la masse de la Terre fois l'accélération de la Terre, c'est égal à la masse de la Lune fois l'accélération que subit la Lune, voilà. Et donc du coup, on se rend compte que si les masses ne sont pas égales, eh ben, les accélérations non plus ne sont pas égales. Et en fait, on se rend compte dans les masses que la masse de la Terre, elle est 86 fois plus grande que la masse de la Lune. Donc si ça, c'est 86 fois plus grand que ça, alors ça doit être 86 fois plus grand que ça. D'accord? Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec l'accélération de la Lune qui est 86 fois plus importante que celle de la Terre. Voilà, donc la D, elle est juste. Ok, alors, maintenant pour l'exercice 7. Donc, on s'intéresse à un objet qui est placé dans un ascenseur. L'objet, il est en bleu sur mon schéma, ici. L'objet, il tombe en chute libre, et son accélération est de 15 mètres par seconde au carré, vers le bas, par rapport à l'ascenseur. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller vers le bas de l'ascenseur. Il va aller de plus en plus vite vers le fond de l'ascenseur. D'accord. On ne connaît pas la position, ni la vitesse, et ni l'accélération de l'ascenseur. On prend comme accélération gravitationnelle de surface différentes valeurs pour Jupiter, la Terre, Mars et la Lune. Quelles affirmations sont plausibles? Donc pour la A,
l'ascenseur est sur Terre et accélère vers le bas à 5 mètres par seconde au carré dans le référentiel de la Terre. Donc, si on a un ascenseur qui accélère à 5 mètres par seconde dans ce sens-là, d'accord, l'objet, initialement, il tombe à 10 mètres par seconde, donc l'objet, il va accélérer vers le fond de l'ascenseur avec une accélération de 5 mètres par seconde au carré, d'accord? Pas 15 mètres par seconde au carré, comme ce qui est demandé. Parce que si imaginons que l'ascenseur ne bouge pas, alors l'objet, il va déjà tomber avec une vitesse de 10 mètres par seconde au carré vers le sol de l'ascenseur. Mais maintenant, si l'ascenseur, il descend dans ce sens-là, par rapport au sol de l'ascenseur, l'objet, il va tomber moins vite, enfin, il va avoir une accélération moins forte vers le sol de l'ascenseur. Donc, ce sera bien 10 moins 5 et pas 10 plus 5. Donc, il aura une accélération de 5 mètres par seconde au carré et pas 15 comme demandé. Donc, la A, elle est fausse. Maintenant, la B. L'ascenseur est dans l'espace et accélère vers le haut à 15 mètres par seconde au carré dans le référentiel de l'espace. Donc là, à ce moment-là, l'objet, lui, il subit plus d'accélération dans aucun sens. D'accord? Il reste statique. Mais par contre, l'ascenseur, il va accélérer dans ce sens-là à 15 mètres par seconde au carré. Ce qui va faire que l'objet, finalement, il va se rapprocher du fond de l'ascenseur avec une avec une accélération, de 15 mètres par seconde au carré. Donc, la B, elle est juste. Parce que son accélération, elle est bien de 15 mètres par seconde au carré vers le bas par rapport à l'ascenseur. Voilà. Donc la B, elle est vraie. Maintenant la C. L'ascenseur est au repos sur Terre dans le référentiel de la Terre. Donc, si on a un ascenseur qui bouge pas, eh ben, l'objet, lui, il va descendre à 10 mètres par seconde, tout simplement. 10 mètres par seconde au carré, pardon. Donc il aura une accélération de 10 mètres par seconde au carré vers le sol de l'ascenseur. Et pas 15 comme demandé. Donc la C, elle est fausse aussi. Voilà. Et maintenant la D. L'ascenseur est sur Jupiter et accélère vers le bas à 10 mètres par seconde au carré dans le référentiel de Jupiter. Donc, Jupiter nous fait accélérer l'objet vers le bas déjà de base à 25 mètres par seconde au carré. Mais maintenant, si l'ascenseur, il accélère aussi vers le bas à 10 mètres par seconde au carré, eh ben, la différence, ce sera de 15 mètres par seconde au carré. Parce que initialement, l'objet, il veut descendre à 25 mètres par seconde au carré vers le fond de l'ascenseur. Alors si l'ascenseur, lui, il descend à 10 mètres par seconde au carré dans ce sens-là, eh ben, la différence, ce sera bien 25 moins 10 et pas 25 plus 10, parce que l'objet, il va mettre plus de temps avant d'atteindre le fond de l'ascenseur. Donc ça veut dire que son accélération sera moins forte. Donc c'est bien 25 moins 10, 15 mètres par seconde au carré. Donc la D, elle est juste. Voilà comment répondre assez intuitivement à cet exercice. Alors maintenant pour l'exercice 8, malheureusement c'est un exercice qui je trouve, sans vouloir pointer personne du doigt, je trouve qui est très mal expliqué. C'est la première fois que je le vois, donc à mon avis il va être reformulé pour l'année prochaine. Parce que mis comme ça me semble... Ouais, il y a des choses qui sont sujettes à interprétation de tous les côtés. Enfin alors, je me suis un peu torturé l'esprit dessus et honnêtement, j'ai pas de réponse à vous donner sur la A, la B et la C. Par contre la D je peux vous expliquer quand même. Donc, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas d'exercices qui sont fourbes comme ça à l'examen. Ils sont tous assez clairs à l'examen parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des exercices fourbes qui sont pas clairs. Parce que tout simplement, vous pouvez après dire ça c'était pas clair, donc je mérite de passer l'année même si je suis à un point. Puis ça, ils peuvent pas se permettre d'avoir 10 personnes qui sont à un point puis qui passent en plus l'année. Donc eux, ils doivent avoir un maximum de questions claires. Et une question comme ça, je suis désolé, je la vois difficilement tomber à l'examen. On va essayer de la prendre quand même ensemble pour répondre à la D. Donc nous nous trouvons dans une roue de rayon 1 km dans l'espace qui tourne sur elle-même. Nous voulons qu'un objet initialement au repos par rapport à la roue tombe avec la même accélération dans le référentiel du point A qui appartient à la roue que sur Terre, s'il est lâché. Déjà là aussi la phrase un peu à rallonge, qu'on a du mal à comprendre le sens. On peut affirmer que, donc, la A, la norme de la vitesse de rotation de la roue doit être uniformément accélérée. Pour moi, c'est très sujet à interprétation, parce que uniformément accéléré, ça peut avoir une accélération de 0. Est-ce que c'est uniformément accéléré quand ça a une accélération de 0 ? C'est uniforme, parce qu'il n'y a pas d'accélération, mais maintenant, c'est pas accéléré. Donc ça peut être vraiment sujet à interprétation, ce qui fait qu'on peut répondre vrai ou faux à celle-là, parce que, en effet, il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément une accélération. Enfin, il peut y avoir une accélération de 0 et l'objet il subira une force vers le point A. Donc,
je vous dis ce qu'il en est. Maintenant, je ne sais pas quoi répondre à cette A. Eux, ils disent que c'est faux, mais ça dépend vraiment de comment on interprète cette partie de la réponse. Donc, voilà. Bon, eux, ils disent qu'elle est fausse. Bon, soit. Maintenant, la B, la norme de la vitesse tangentielle de la roue doit être de 100 mètres par seconde. Pour moi, pour répondre à celle-là, il faudrait déjà savoir la distance entre la pomme et puis le centre de rotation, d'accord? Euh, Ça se trouve, il n'y a pas besoin, mais moi, j'ai tourné ça dans tous les sens dans ma tête, et pour moi, il y a besoin de savoir la distance entre la pomme et le centre de rotation. Ce qui fait que, bah, pour ça, je peux pas y répondre. Eux, ils disent que la B est vraie, et puis la C est fausse. Mais bon, voilà, ça, faudra vraiment demander à Casparian plus en détail lors de la correction. Parce que moi, en tant que tel, j'ai vraiment du mal à répondre à à ces deux propositions de réponse. Puis la D, l'accélération de l'objet pointe du centre vers l'extérieur de la roue. Bah là, oui, là, on peut y répondre parce que si l'objet n'est pas au centre de rotation de la roue, qu'il est par exemple ici, et puis que l'ensemble tourne, bah, l'objet, et puis que la personne qui tient l'objet tourne aussi avec la roue, bah, l'objet, lui, il subit une force fictive, la force centrifuge, qui va en direction du point A. Donc l'accélération de l'objet pointe du centre vers l'extérieur de la roue, donc pointe par exemple de la pomme vers l'extérieur de la roue, c'est un vecteur, accélération, qui peut très bien se mettre du centre vers l'extérieur de la roue, d'accord? Donc la D, elle est vraie, ouais. Mais voilà, encore une fois, vous n'aurez pas de questions aussi fourbes à l'examen, et je suis désolé de ne pas pouvoir vous expliquer la A, la B et la C, mais pour moi, il manque des informations cruciales, et puis voilà, puis surtout des explications claires, parce que pour moi, il est vraiment faux cet exercice, donc demandez un peu plus de précision à Casparian. Et finalement, maintenant pour l'exercice 9, le vélo ci-dessous qui avait une vitesse positive constante en direction de x, donc c'est-à-dire que le vélo va dans ce sens-là, se met à freiner. Le repère est orthonormé. On peut affirmer que. Donc déjà, si le repère est orthonormé, on a x ici, z ici. Là, on prend la règle de la main droite, donc le pouce sur x, le majeur sur z, et on se rend compte que l'index, qui représente y, est en direction de l'arrière du plan. Donc c'est-à-dire que y va partir comme ça, là-bas derrière. D'accord? Enfin, derrière le vélo, du coup. Ça, c'est l'axe Y. Ok. Donc, avec ça, on peut affirmer que la vitesse angulaire au sommet de la roue avant pointe en direction plus x et au bas de la roue en direction moins x. Déjà, ça fait tilt parce que bah, la vitesse angulaire de la roue avant, euh, c'est... on ne peut pas parler de vitesse angulaire au sommet de la roue et en bas de la roue. On parle de la vitesse angulaire de la roue elle-même, parce que c'est la roue elle-même qui est en rotation, et puis pas le point supérieur, donc le sommet, et pas le bas de la roue. Eux, ils n'ont pas de vitesse angulaire, parce qu'eux-mêmes ne sont pas en rotation. Les objets en rotation, c'est la roue. Donc déjà, elle est fausse. Puis on peut essayer de regarder dans quel sens va pointer le vecteur vitesse angulaire de la roue avant, par exemple. Donc si le vélo il avance comme ça, on se rend compte que cette roue-là, elle doit tourner dans ce sens-là. D'accord? Parce que si le vélo il avance comme ça, on se rend compte que bah, ce point-là, autant T0 il est là, autant T1 il sera ici. D'accord? Parce qu'il va aller ce point-là, il sera ici bientôt. D'accord? Donc cette roue-là, elle tourne dans ce sens-là. D'accord? Et maintenant, si elle tourne dans ce sens-là, on prend sa main droite et puis on fait la règle de la main droite. Donc on ferme les doigts, pour moi c'est le plus simple en tout cas. Et on se rend compte, en faisant la règle de la main droite, que le vecteur vitesse angulaire, il pointe dans la direction y. D'accord? Donc, la vitesse angulaire de la roue pointe en direction plus x, ça c'est faux. Donc déjà, elle est fausse. Ok, la A, on avait dit qu'elle était fausse aussi. Maintenant, la C, la vitesse angulaire de la roue pointe en direction plus y, ça c'est juste. Et l'accélération angulaire pointe en direction moins y, ça c'est juste aussi, parce que si le vélo il se met à freiner, c'est-à-dire que la vitesse elle va diminuer. Pour que la vitesse elle diminue, il faut que le vecteur accélération angulaire, il pointe dans la direction opposée du vecteur vitesse angulaire. D'accord? Donc pour ça, il faut que le vecteur accélération angulaire, il pointe dans cette direction-là, donc dans la direction moins y, et que le vecteur vitesse angulaire, il pointe dans la direction y. Voilà. Donc la C elle est juste, et puis maintenant la D elle est fausse aussi, parce que la vitesse angulaire de la roue pointe en direction plus Z, c'est faux, et l'accélération angulaire pointe en direction moins Z, c'est aussi faux, on vient de le voir. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette dernière correction de physique vous aura aidé un maximum. J'espère qu'elle vous aura apporté plein de petits éléments de réponse que vous n'aviez pas forcément. Voilà.
Un petit truc, restez attentifs à vos mails en fin de semaine prochaine. Il y a un cadeau, je vous le dis parce que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, mais en principe, il y a un petit cadeau de la part d'UpMed qui devrait tomber dans vos mails la semaine prochaine. Ça risque d'être un événement assez chouette. Donc, voilà. J'en dis pas plus, restez attentifs sur vos mails. Beaucoup de courage pour toute la suite de l'année, vraiment. Et j'espère qu'on se revoit bientôt, hein, bientôt en blouse de médecin, non? Dans une année, ce serait chouette en tout cas. Allez, beaucoup de courage, ciao.